Je me sens un petit peu effondré là en ce moment. Et c'est la transition la plus nulle de la Terre, mais je me sens tellement effondré qu'il faut que je laisse la place à Jules. Je te laisse la place, Jules, vas-y. Merci Marc pour cette transition toujours de qualité. Mais merci. Je suis connu pour ça maintenant. Et effectivement, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'effondrement, donc avec un S. Je vais pas vous parler de l'effondrement, mais on va quand même pas forcément parler de trucs très gays, enfin on verra sur la fin. On va faire déjà une petite introduction sur ce que c'est qu'un effondrement, je parle donc géologiquement parlant, ce que c'est que des cailloux qui tombent et pourquoi ça tombe. On va essayer de se fixer un peu une échelle de valeur pour pouvoir un peu comprendre un peu la taille des écroulements qu'on va voir aujourd'hui. Et puis après, on va parler de différentes histoires autour de ça. Je vais essayer de rendre ça le plus, justement, le plus storytelling possible. Cette phrase est absolument mauvaise, mais bon. Voilà. Histoire que ça soit un peu marrant. Alors déjà, pour vous, à quoi est-ce que ça pourrait être lié à un écroulement ? Pourquoi est-ce que des blocs tombent ? L'érosion ? Un séisme ? Alors l'érosion, ça va être trop vaste. Parce qu'en gros, l'érosion, c'est juste, petit à petit, les cailloux disparaissent, ça peut stabiliser les trucs et tout. Est-ce que vous avez des idées plus précises ? Un séisme ? Alors on peut avoir de la tectonique, pourquoi pas des secousses, même des failles qui ont pu déjà précasser la roche. Des mecs qui font tomber des actions des animales. De quoi ? Vas-y Mika. Ah non, vas-y Nico. Moi je disais des gens qui font tomber des cailloux, genre tu veux tailler un truc, ça tombe. On peut avoir des mouvements en fait tout simplement gravitaires. On peut même avoir pourquoi pas un chamois qui fait tomber quelques blocs puis ça fait tomber un plus gros bloc et tout. Mais là pour le coup ça va plutôt être sur de l'éboulis, des petits cailloux qui tombent sur le long d'un versant. Ah, j'aurais envie de dire la foudre, non ? Pourquoi pas, mais on sait être très très ponctuel pour le coup. D'accord, ok. Pour avoir un effondrement, au-delà de la tectonique, on va avoir de la cryoclastie, c'est par exemple le gel. L'eau qui va geler dans la paroi, dans les petites fissures. Le gel prend plus de place que l'eau, donc forcément, mécaniquement, on va faire péter en fait le petit espace entre la roche. On a également la thermoclastie, en fait, la roche va plus ou moins, comme toute autre matière, en fait, gonfler en quelque sorte avec la chaleur ou se rétracter avec le froid. Alors c'est infime, mais sur la longueur, en fait, petit à petit, vous pouvez fragiliser votre roche. Et ça peut expliquer quelques événements. On a également l'appel au vide, par exemple, dans le cas d'une falaise, l'intégralité de la face qui est en contact avec le vide va être appelée, puisqu'elle est portée par rien devant, à davantage aller en direction du vide. Ça peut juste jouer sur quelques fissures qui vont s'agrandir de quelques centimètres, quelques millimètres. Ça peut aider. C'est une sorte de phénomène gravitationnel en fait, du coup, c'est ça ? Ah, totalement. Okay. Et on va y venir, ça a aidé à un des écoulements, le premier qu'on va venir et que vous connaissez d'ailleurs. On peut avoir également la fonte du pergélisol, en français donc le permafrost, c'est cette espèce donc, de sol gelé, qui en fait peut se trouver entre les failles, entre les fissures, et puis qui en fait tient le tout. Ça en montagne, ça explique énormément de faces, et la fonte de ce pergélisol donc peut déstabiliser les parois qui sont habituées à ça. Et enfin, on peut avoir un phénomène de décompression. Typiquement, il y a une paroi qui est habituée à être poussée de tous les côtés. Si cette poussée s'arrête, forcément la paroi va devoir se rééquilibrer et donc elle se casse un peu la tronche. Typiquement, c'est ce qui est arrivé pas mal à la sortie de l'âge glaciaire, quand il y avait des vallées qui étaient habituées à avoir un glacier qui poussait de tous les côtés du versant, puis quand le glacier retire, la paroi se réajuste en fait, et tac, il y en a qui s'effondrent. Voilà, en gros, les différents phénomènes qui peuvent plus ou moins influencer le pourquoi ça se casse la tronche. Ça va pour tout le monde ? Ça va. Ouais. On boit tes paroles, ok. T'inquiète pas. Super. Alors si on est d'accord là-dessus, on peut commencer à parler d'effondrement. Alors aujourd'hui, on a du mal à prévoir ce genre d'événement. L'instrumentation est compliquée, vous en doutez, et puis ça donne pas vraiment de résultats très probants pour l'instant. Mais par contre, on sait les reconnaître dans le paysage. On sait reconnaître des niches d'arrachement, c'est l'endroit d'où est parti l'écroulement. On voit les dépôts d'écroulement, ou alors, si vous êtes arrivé en montagne, de voir une végétation qui a à peine repoussé à un endroit. Bon là, c'est pour attester de quelque chose de très récent. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Par exemple, et vous le connaissez, on a le cas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Yes. Alors la grotte Chauvet, elle est donc scellée par un écroulement, donc vous le savez, 3 écroulements successifs, respectivement il y a 29 400, 23 500 et 21 500 ans. Alors là justement on est sur un appel au vide de la paroi, on est sur une paroi donc face au cirque d'Est. En fait cet appel au vide va jouer sur des failles qui vont davantage s'écrouler, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez davantage de morphologie d'écroulement dans les premiers secteurs de la grotte, ceux qui sont le plus en contact avec l'extérieur, parce que c'est là que c'est le plus, ça joue le plus en fait. Puis avec le gel, avec la température, petit à petit, on va avoir des phénomènes d'effondrement. Cet écroulement, il va juste nous permettre d'avoir un petit peu un ordre d'idée de ce à quoi correspond, de ce que ça veut dire en fait un écroulement. La grotte Chauvet donc a été scellée par 3 écroulements. Le premier à 29 400 faisait 517 mètres cubes. Le deuxième, il y a 23 500 ans, faisait 1330 mètres cubes.
Et enfin, le dernier, il y a 21 500 ans, faisait 2115 mètres cubes. Au total, c'est donc 5567 mètres cubes qui ont scellé la grotte Chauvet jusqu'à nos jours. Ah oui, quand même. Ça fait quand même une sacrée dose de caillasse. Ah bah oui, carrément. 5500 mètres cubes. Rappelez-vous de cette valeur, ça va être notre échelle pour toutes celles qu'on va voir maintenant. 5500 mètres cubes, ok. 5500 mètres cubes. Parce qu'effectivement, il y a des effondrements beaucoup plus importants. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des drues. DRUS. Pas du tout. Pas du tout, non. Qu'est-ce que c'est? Du tout. L'arête des drues. Ah oui, une pluie de rue, oui, ça pourrait. Mais non, ça c'est... Là, on va plutôt être sur une montagne. En fait, c'est une arête qui est très connue dans le massif du Mont-Blanc. C'est une paroi de granit qui fait 1000 mètres de hauteur, 1 kilomètre de haut, avec une pente moyenne supérieure à 75 degrés. C'est une paroi immense, en fait. Et donc, dans les années 50, elle attirait la convoitise de beaucoup d'alpinistes. Et c'est au final un monsieur qui s'appelle Bonatti qui a réussi à la monter, donc le 17 août 55. Ça me dit quelque chose ce nom, Bonatti. Ah, lui est très connu, c'est un alpiniste très connu. Il a lutté pendant 6 jours à coups de marteau avec son matériel des années 50 pour réussir à monter au sommet le 22 août après 5 bivouacs dans la paroi. Donc, vous imaginez un exploit incroyable et puis donc une renommée de ce pilier Bonatti comme on l'a appelé, qui a dépassé toutes ses espérances. Et pourtant, le samedi 10 septembre 2011, à 15h40, commence l'effondrement de la montagne. Cet effondrement, il va durer jusqu'au dimanche, enfin le lendemain en fait, à 10h20, et au total, c'est 60 000 mètres cubes qui s'effondrent. Putain, le chat. 60 000 mètres cubes qui s'effondrent, et qui éborgne à vie une des montagnes la plus connue des Alpes. C'est un effondrement donc majeur, vous en doutez, par rapport, rappelez-vous, aux 4500 mètres cubes de Chauvet. 4500 à 60 000 mètres cubes. 60 000 mètres cubes. Oui, on n'est pas sur la même ambiance, quoi. J'avoue, ouais. Exactement. T'as dit 5500. Ah, 4500, excuse-moi. Ah, tu vois, il fallait s'en souvenir. Exactement. Bien C'est joué, pour il y ça avait un que piège. c'était un test. C'était un test. Bien sûr, là, tout était prévu. Et pourtant, 60 000 mètres cubes, ça peut paraître donc impressionnant par rapport à Chauvet. En réalité, on n'est toujours pas dans la catégorie des méga écroulements qu'ont pu connaître les Alpes. Et c'est là, du coup, qu'on va partir sur les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Les deux histoires de méga écroulements qu'ont pu marquer les Alpes. Alors le premier, bon, pour le coup, personne l'a trop connu. Je sais pas si vous connaissez la haute vallée de la Maurienne. Oui. C'est en Savoie. Je connais Oui. trop mal les Alpes. En même temps, t'es de l'Ouest, Nico, c'est normal. Alors la vallée de la Maurienne, Ouais. vous empruntez la vallée de la Maurienne pour traverser le tunnel de Fréjus jusqu'à l'Italie. Sauf que c'est une vallée qui est en L, Ok. donc une fois que vous avez fait tout droit jusqu'au tunnel, en fait l'autre partie de la vallée bifurque sur le côté et remonte. Donc ça c'est la partie qu'on appelle la haute vallée de la Maurienne. Donc c'est une partie qui est beaucoup plus paumée, il n'y a pas d'autoroute qui y passe, là on est vraiment sur de la montagne. Mhm. Et quand vous y êtes en voiture, vous voyez c'est des vallées glaciaires. Une vallée glaciaire c'est une forme de U. C'est très plat au milieu, très plat en bas, et puis il y a des parois très abruptes sur les côtés. Bon, normalement, ça pose pas trop de problème du coup à conduire. Et puis là, d'un coup, au niveau du village de Bessan, vous allez commencer à monter en épingle, jusqu'à déboucher sur une immense plaine de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui a intrigué pas mal de géomorphologues, donc, du coup, pendant quelques temps. Et en fait, ils se sont rendus compte que toute cette montée qu'on fait dans la vallée, c'est en fait le dépôt d'un immense écroulement, dont la niche d'arrachement, donc l'endroit dont les blocs sont partis, a pu être identifié à environ 2000 à 3000 mètres d'altitude au-dessus. Au total, l'écroulement, qui a donc en fait totalement bouché la vallée, vous imaginez un écroulement qui est parti du versant, qui a tapé de l'autre côté de la vallée, ça l'a arrêté, et du coup il est revenu un peu en arrière. Imaginez un peu la puissance du truc. Ah oui, bah, On parle ici en fait de 100 millions de mètres cubes. 100 millions de mètres cubes. Putain, la Donc vache. vous avez 100 millions de mètres cubes qui sont partis de la montagne à 3000 mètres d'altitude, qui ont tapé en bas, qui se sont répandus de l'autre côté de la vallée, qui ont tapé sur l'autre face de la vallée, qui sont revenus en arrière. Donc en fait, ces 100 millions de mètres cubes ont totalement bouché donc la vallée, et donc ont coupé la rivière de l'Arc qui arrivait là. Ce qui fait que ça a créé un immense lac derrière. D'accord. Et ce lac, notamment, il a bouffé dans quelques peintures rupestres qu'on peut encore aujourd'hui voir tout au fond de la vallée, qui s'appelle eh bien, je me rappellerai pas le nom. Ah merde. Mais c'est en vallée de la Haute-Maurienne. Le roc de la Balme. Si, le roc de la Balme. Donc vous avez cet immense effondrement qui a totalement fermé la vallée et créé un immense lac de barrage. Là, on est sur quelque chose d'assez majeur. Par la suite, l'Arc
donc la rivière, va quand même réussir à déborder de cette espèce de lac, puis va inciser, va creuser, et va créer un canyon dans l'écroulement en fait, qui fait 150 mètres de profondeur. Il est super impressionnant à voir, on peut le voir encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez une immense plaine. C'est tout plat derrière parce que le lac a déposé plein de sédiments pendant quelques temps, qui est fermé par une immense pente. En fait, c'est la pente de l'écroulement. Et puis sur le côté, vous voyez en fait l'Arc qui a créé une énorme gorge. C'est les gorges de l'Arc. Et ça, donc l'écroulement de la Madeleine, c'est un écroulement majeur pour le coup de l'histoire des Alpes. 100 millions de mètres cubes, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment quelque chose qui arrive pas souvent. Vous imaginez bien, c'est vraiment immense. Mais ça, du coup, personne n'a trop pu le voir. Parce que, bon, là, vous vous en doutez bien, c'est difficile, en fait, de dater un écroulement. On a du mal, là, pour Chauvet, on a pu dater, parce qu'on a regardé, on a regardé au niveau de la paroi, on a fait des datations au niveau de la roche. D'accord. Là, pour l'échelle de l'écroulement de la Madeleine, c'était compliqué, d'autant plus qu'on a commencé à l'étudier dans les années 60, où on n'avait pas ce genre de technique. C'est un étudiant qui a trouvé dans le cône d'écroulement une aiguille de mélèze, donc une matière organique, qu'on a pu dater, et donc aujourd'hui, on estime cet écroulement environ 7000 ans. À 7000 ans seulement? C'est récent. 7000 ans seulement, donc. Ah oui, c'est récent. Des gens ont pu le voir, peut-être, ont pu d'un coup voir la vallée se fermer. Le subir aussi, surtout, du coup. Le subir, exactement. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, c'était pas trop dense au niveau population, donc bon, oui, ça va. Ce serait quand même vraiment un sacré coup de malchance d'être tombé dessus. Mais potentiellement, oui, des gens ont pu le voir ou ont pu se retrouver dessous. Mais c'était brutal comme événement ou c'était progressif? Ça a été d'un coup. Là, justement, c'est ce qui Ok. différencie les écroulements des éboulements, enfin des éboulis. Ah oui, d'accord. Un éboulis, c'est quelque chose où des cailloux partent petit à petit dans la C'est une pente, sorte puis d'avalanche, petit à petit, ça vous fait un gros tas en bas. D'accord. Là, c'est d'un coup, 100 millions de mètres cubes partent. Ah ouais, impressionnant. En fait, tu peux rien faire. Si t'es en dessous, si t'es à un endroit de la vallée, en fait, c'est mort, quoi. C'est clair. C'est fini. C'est absolument fini, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, là, pour le coup, il y avait personne. Ah, t'imagines, il y a 7000 ans, t'es là, et tu te regardes les deux montagnes se faire un petit ping-pong au milieu de la vallée, là. Exactement. Ah. Juste imagine La la dose de fumée, le bruit que ça doit être. Ça doit être impressionnant. Ouais, tout ce que ça doit amener, quoi, c'est... Ah oui, c'est quelque chose vraiment impressionnant. Et ça nous amène à notre deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, elle va être un peu plus détaillée, et elle va se passer au niveau d'une ville dans laquelle je viens d'aménager, qui s'appelle Chambéry, Oh! qui est une ville donc de Savoie, et qui a connu le plus grand effondrement de toute l'histoire des Alpes. Un truc qui a absolument bouleversé les consciences pendant toute la période médiévale. Alors, pour vous raconter cette histoire, faut d'abord que je vous dresse un peu de contexte. Bon, Chambéry, donc c'est une ville qui est au bord du lac du Bourget, qui est entre le massif des Bauges, le massif de la Chartreuse, dont tout le monde connaît le nom, mais pas forcément par rapport à la montagne, et l'avant-pays savoyard, qui donne sur lui. Et en fait, ce massif de la Chartreuse est matérialisé au niveau de Chambéry par une véritable frontière de falaises de parois énormes, notamment le Mont Granier. Alors le Mont Granier, c'est une montagne qui monte jusqu'à 1933 mètres d'altitude, quasi 2000 mètres. Faut savoir que Chambéry, ça va à environ 300 mètres d'altitude à peine. Donc on a une montagne qui domine de largement plus d'1 kilomètre la ville de Chambéry. C'est une immense face. Alors la face en elle-même fait que 900 mètres, parce que bon, il y a une pente quand même qui va de Chambéry à la montagne. Mais vous avez quand même une énorme face de 900 mètres de juste parois. Très blanche, qui domine totalement Chambéry. Quand on est à Chambéry, on voit que ça. Le granier, c'est vraiment... puis ça a même un profil très particulier, qu'on remarque bien. Et donc, c'est très joli, d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment une montagne très jolie, qui a été en fait recoupée, là, on parle de millions et de millions d'années en arrière, qui a été recoupée par les cours d'eau, en fait. Et voilà, donc ça, là, on a le granier, qui est un élément majeur de ça. Et puis on a donc le lac du Bourget, un grand lac, en fait le plus grand lac non artificiel de France, si on exclut l'élément dont on a une petite partie au niveau de la Suisse. Et c'est un lac qui a été laissé, donc qui est très long, qui est tout en longueur, et qui a été laissé par le retrait d'un glacier lors de la dernière phase glaciaire. En fait, le glacier a buté au bout, et puis lui il a continué à avancer, donc ça a raclé le fond. Et quand lui s'est retiré, il y avait une espèce de cuvette, et les autres fonds glaciaires sont allés dedans, et ça a fait un lac. C'est le même principe qu'a fait le lac d'Annecy, par exemple. D'accord. Et ce glacier, quand il s'est retiré, il a laissé des dépôts avec lui, en fait. Des espèces de traînées un peu longues, de monticules ou autres qu'on appelle... Alors, il y a plein de noms un peu barbares pour ça, des esquerres, des drumlins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc des dépôts un peu en longueur et surtout surélevés, qui sont laissés par ce glacier. Et ça, c'est une histoire sur laquelle on reviendra. Alors l'histoire en elle-même, elle commence dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248. À l'époque, la région de Chambéry est connue à travers l'Europe et rayonne dans le territoire de l'époque sous le nom du territoire de Sapaudia. Alors on y retrouve, à l'endroit qui nous intéresse, 5 paroisses, qui sont les paroisses de Granier, de Cognien, de Vourey,
de Saprénange et de Saint-André, la capitale religieuse de l'époque, siège du décanat de Savoie. Alors imaginez un peu le contexte. Il pleut maintenant depuis plusieurs jours. Pas de la petite pluie, il pleut vraiment violemment depuis plusieurs jours. Il y a l'orage qui fait rage dehors. La nuit tombe, sous le bruit des gouttes sur les tuiles, toujours dominée par la face imposante du Mont Granier. C'est une nuit très sombre, donc on voit pas grand chose. Vous imaginez en plus avec les nuages et la pluie. Et les habitants savent pas que en réalité, en se couchant, ils vont pas forcément se relever. Si vous aviez habité à Saint-André ce soir-là, vous auriez peut-être été réveillé d'un coup par une secousse. Bon, vous vous levez, vous entendez toujours la pluie à la fenêtre, vous allez à la fenêtre. Là, vous allez entendre un énorme bruit, mais un peu sourd, un peu loin. Alors vous regardez dans la nuit, mais vous n'arrivez pas à voir bien plus loin en fait que les maisons. Encore une fois, il fait nuit noire, les nuages bloquent tout et il pleut. Bon bah au bout d'un moment donné, vous allez voir le voisin ou je sais pas, mais vous abandonnez. Et pourtant c'est déjà trop tard. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que au niveau du Mont Granier, les strates calcaires de la base de la paroi, à cause de la pluie, tout simplement, qui les a rendus plus lourds, glissent et emportent avec elle la partie de la paroi au-dessus. En quelques secondes, c'est toute une partie de la montagne qui part. Je vous parle de 500 millions de mètres cubes qui chutent de plusieurs centaines de mètres et qui s'écrasent d'un coup sur le sol. 500 millions de mètres cubes, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que cette masse énorme, en s'éclatant sur le sol, elle a le malheur de tomber sur une couche géologique qu'on appelle des marnes. En fait, c'est une espèce de truc avec un peu d'argile dedans, si vous voulez, qui est imperméable. Et le problème, c'est que ça fait des jours que ça flotte. Et donc, en fait, vous avez pas mal d'eau par terre qui n'a pas pu s'infiltrer. Là, d'un coup, vous avez 500 millions de mètres cubes qui chutent de plusieurs centaines de mètres sur quelque chose de mouillé. C'est instantané, l'eau est vaporisée littéralement, ce qui fait un aérosol. En fait, ça vous fait un petit coussin de vapeur, si vous voulez, qui va porter l'écroulement. Et donc, au lieu de simplement tomber en bas et s'étaler comme il le peut, en fait, l'écroulement va tomber et partir extrêmement vite, extrêmement loin, en emportant avec lui une partie du versant. Au total, l'écroulement va recouvrir une superficie de 20 km², soit en fait 8,5 km de long et 5,2 km de largeur, avec une superficie de bloc de 150 millions de mètres cubes. En un instant, dans la nuit, tout est rasé. Imaginez-vous à l'époque, vous êtes dans le village, vous ne voyez même pas la menace venir. C'est totalement noir, il pleut, vous l'entendez à peine. Mais d'un coup, il n'y a plus rien. C'est un claquement de doigts et vous êtes mort. C'est clair. Tous les villages dont je vous ai parlé auparavant ont tous été rasés dans la nuit. Il n'y a rien eu à faire. Et il n'y a eu aucun survivant. C'est au Pompéi alpin. Exactement. Alors on estime aujourd'hui à plus de 1000 morts, ce qui pour l'époque est important. Oui, surtout si c'est encore 3 paroisses dans la foulée. Tout a été rasé, à l'exception de Notre-Dame de Mian. Notre-Dame de Mian, c'est une petite église, une petite chapelle, qui est située, rappelez-vous, sur un petit dépôt glaciaire, un petit monticule laissé par le recul d'un glacier. Et au moment où les tonnes de blocs vont partir dans le versant, ils vont simplement contourner la colline. Imaginez-vous dans cette église ce soir-là. Après un bruit sourd, vous entendez dans la nuit noire, sous pluie battante, un vacarme de blocs et de cris autour de l'église. Et puis plus rien. Vous comprenez pourquoi à l'époque, on a cru que c'était des démons venus de la montagne qui détruisirent la région du fait du péché des fameuses victimes, mais qui furent arrêtés par la statue de la Vierge Noire qui se trouvait dans cette église. Et ainsi, à cause de ça, au final, rappelez-vous, simplement d'un petit monticule laissé par un glacier il y a des millénaires, cette église est devenue un site de pèlerinage depuis cette époque. Ah ouais, c'est tout. À l'heure actuelle encore. C'est fou. À l'heure actuelle encore. D'accord. Notre-Dame de la Protection. Notre-Dame de la Alors cette région, donc, qui a totalement été rasée en une nuit, elle a pris l'aspect d'un chaos de blocs, une espèce avec d'énormes pierres, des fois de la taille d'une maison quand vous y allez, c'est assez impressionnant de voir une fois une baraque puis une énorme pierre à côté, parsemée de trous et d'étangs. C'était une zone nue et stérile qui a été réappropriée par les habitants au XVIIIe siècle pour la vigne. Et cette région, donc qu'on avait appelée les Abîmes, c'est les habitants de la région qui l'avaient appelée comme ça, du fait de la désolation qu'il y avait eu, a donné naissance au cru des Abîmes, qui est maintenant le deuxième cru du vignoble savoyard en termes de notoriété. Oh. Comme quoi, il y a du bon. Wow. Et donc aujourd'hui, vous pouvez boire votre bière de vin en terrasse aux Abîmes en regardant le granier et en sachant que, en fait, et c'est ça qui est intéressant, ça peut retomber à tout moment.
Comme je vous l'ai dit au début, on n'a aucun moyen de prévoir un écroulement ou non. Et le granier continue de se casser la gueule assez régulièrement. Alors on n'est pas il est tombé il y a pas longtemps là, je crois d'ailleurs. Et il est tombé il y a 2 ans. Il est tombé il y a 2 ans. Par exemple, il y a un petit auberge qui est au niveau du col du granier qui, pareil, ça s'est passé dans la nuit d'ailleurs. Ils ont entendu des énormes bruits. Le gars est sorti avec sa frontale. Ils sont partis dans les forêts pour voir ce qui s'était passé. Puis d'un coup, il est tombé nez à nez avec un énorme bloc qui venait de tomber. Donc oui, c'est assez violent et ça arrive relativement régulièrement. À savoir que, par exemple, le dernier écroulement du granier, il était instrumenté. En fait, il y avait des gars, parce que le granier, c'est un gruyère, il y a énormément de grottes dedans. Et en fait, on y avait foutu des barres en métal, si vous voulez, derrière la paroi, avec des compteurs en fait qui regardaient si, sait-on jamais, il y avait un petit jeu qui venait de se dégager. Et pourtant, on a rien vu venir. Putain, d'accord, ouais. Même avec ce système ou autre, en fait, on n'a absolument pas tilté le moment où ça allait partir. Donc comme quoi aujourd'hui, on a vraiment du mal à savoir quand les écroulements vont arriver. Et pourtant, ça va être mon ouverture. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez, donc nous sommes dans un moment de changement climatique majeur, et donc de réchauffement, et donc, qui dit réchauffement, qui dit donc réchauffement des parois, et donc, comme je vous l'ai dit au départ, réchauffement du permafrost qui tient ces parois. Ouais. Ce qui fait que en montagne, depuis plusieurs années, on a énormément de phénomènes d'écroulement. De plus en plus, en fait. Ce qui pose beaucoup de questions, notamment sur la pratique de l'alpinisme, sur même l'accessibilité en montagne. Alors ça peut aider, par exemple, les glaciers, ça peut ponctuellement les refroidir, c'est-à-dire que des blocs noirs, à peu près, qui tombent sur un glacier, en fait, ça réfléchit beaucoup moins la chaleur que le glacier, et du coup, simplement, ça va absorber la chaleur sur les quelques premiers centimètres de la roche, ce qui va protéger en dessous, ça va rester frais, en fait, sous les blocs. Donc pour le glacier, pour lui, ça lui fait une petite zone de fraîcheur, mais en soi, ça change pas grand-chose sur le fait que les glaciers disparaissent. Ouais. Donc en règle générale, on va devoir s'habituer, en fait, à ce genre d'effondrement. Peut-être pas à des méga effondrements comme celui du granier. Parce que là, du coup, est-ce que le reste du granier peut s'effondrer et détruire Chambéry, par exemple ? Potentiellement, il pourrait repartir. Alors après, on essaierait de suivre. Mais enfin, encore une fois, on a du mal à savoir. Oui. Alors après, le granier, il a des phénomènes de réajustement, mais globalement, on estime qu'il devrait pas repartir aussi violemment, parce que la majorité de la matériaux mobilisables d'un coup comme ça est déjà parti. Oui, et puis là c'était un peu la faute à pas de chance aussi, le fait qu'il y ait eu de la pluie en plus avant pour que tout dégouline dans la vallée. C'est carrément totalement du hasard, du mauvais hasard, mais globalement c'est des choses qui peuvent arriver, notamment aujourd'hui dans les secteurs de haute montagne. D'accord. C'est quelque chose qui pourrait totalement arriver, notamment dans le secteur du Mont Blanc, c'est totalement des choses qui pourraient arriver potentiellement. Donc voilà, comme quoi la montagne c'est toujours un milieu qui évolue, c'est toujours un milieu duquel il faut se méfier, et c'est toujours un milieu qu'il faut suivre, notamment aujourd'hui parce qu'il est soumis à évolution. D'accord. Voilà. Merci Jules, c'était vachement intéressant. Franchement, c'était vachement chouette. J'ai bien adoré ta petite histoire. Comme l'a dit Romain dans le chat, ça faisait vraiment petite histoire légende, quoi. C'est vraiment chouette. Grave. On a bu tes paroles. Enfin, moi en tout cas, je les ai bues. Ouais. Grave. Super intéressant. Merci mais merci à toi encore une fois. Bon bah écoutez les gars, est-ce que vous voulez rebondir sur l'effondrement? Voilà, un peu comme ce qui s'est passé. C'est horrible, les gens sont morts. Ces gens sont morts. Probablement pas nos grands-parents parce que sinon ce serait mais plus du coup ça veut dire que techniquement le vin de l'abîme pousse techniquement là où il y a des gens qui sont morts autrefois. Oui, ça pousse techniquement sur les ruines de villages. Donc on boit c'est presque comme si on buvait le sang des victimes. Oui. C'est du rouge ou c'est du blanc? C'est du blanc. Dommage. Ça a bien fertilisé le sol. Ah bah là oui, c'est pour ça que ça fait du bon. Le meilleur terreau du monde. J'espère Jules que ça s'effondrera pas pendant que tu seras à Chambéry, mais plutôt quand tu seras parti. Voilà, je croise les doigts. Oui. Je me suis mis loin, je suis vers Aix-les-Bains normalement. Ah bah t'es vers Aix. Oh bah c'est bon, ça va. Cool. Je regarderai Chambéry s'effondrer, je filmerai pour vous envoyer la vidéo. Trop bien. On mettra ça sur TikTok. Les bonus de tout et de rien. Les bonus. Regardez, c'est ma ville. C'est cool. Trop lol. Comme dans ma chronique. Mets un pouce bleu, abonne-toi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.